Bonjour, c'est Alex de Démentor pour entreprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour partager avec vous cette nouvelle vidéo où nous allons voir les 5 piliers pour réussir et développer votre entreprise. Alors, la première question à vous poser, c'est où en êtes-vous actuellement dans votre business? Est-ce que actuellement vous n'avez qu'une idée, vous souhaitez créer votre entreprise, mais vous ne franchissez pas encore le pas? Dans ce cas-là, écoutez la suite de la vidéo puisqu'elle pourra vous être utile et au final, qu'importe d'où vous commencez, même si pour l'instant vous n'êtes qu'au stade que de l'idée, au contraire, ça vous permettra de poser les fondations, les bonnes fondations pour entamer la création et surtout le développement et la réussite de votre entreprise. Et si vous êtes déjà un entrepreneur, que vous avez déjà votre entreprise, alors cela vous concerne doublement puisque j'accompagne moi aujourd'hui des entrepreneurs, des entreprises qui ont en moyenne plus de 3 ans d'existence. Et bien souvent, je m'aperçois que ces dirigeants d'entreprise, puisque ce ne sont plus des créateurs, mais au bout de 3 ans, des dirigeants d'entreprise, eh bien, ils n'ont pas forcément conscience de ces 5 points, de ces 5 piliers qui constituent pourtant les fondations même du business. Et au final, les raisons qui font qu'ils ont du mal à faire décoller leur entreprise, bien souvent, la problématique va être dans ces 5 éléments qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et si actuellement vous êtes dans ce cas-là, si actuellement vous avez du mal à faire décoller votre entreprise, que vous avez du mal à avoir les résultats que vous espérez, forcément, en tout cas, il y a de grandes chances pour que les raisons qui font qu'actuellement vous n'avez pas les résultats que vous escomptiez à la base sont issues de ces 5 paliers, de ces 5 piliers. Alors, et au final, donc c'est les 5 piliers sur lesquels vous allez devoir travailler. Peut-être que vous serez fort dans certains et peut-être sur d'autres justement vous êtes entre guillemets faible et il faut avoir aussi l'humilité d'accepter que pour l'instant vous n'êtes pas parfait dans tous les éléments et que si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats escomptés, forcément l'un des 5 piliers est trop faible par rapport à d'autres, ce qui fait que vous limitez drastiquement vos résultats et que vous n'arrivez pas à passer au palier suivant. Donc, les 5 éléments qu'on va voir ensemble, ce sont vous, premier pilier. Deuxième pilier, le marché, votre offre, votre segment de clients, votre marketing, votre activité commerciale, les gens avec qui vous travaillez et les process que vous mettez en place au sein de votre entreprise. Donc, je vais rentrer dans le détail dans chacun de ces 5 points. Écoutez la vidéo et surtout prenez des notes puisque, encore une fois, ça ne sert à rien d'écouter une vidéo et de ne pas appliquer à votre cas à vous. L'important, c'est que cette vidéo vous fasse réfléchir, vous fasse voir qu'est-ce que vous faites de bien déjà. Il faut valoriser ça, mais surtout également, qu'est-ce que vous devez travailler pour passer au palier suivant. Forcément, vous devez voir, donc je vais rentrer dans chacun de ces points-là. Je vais creuser pour vous aider, vous accompagner sur cette réflexion. Alors, si vous n'avez pas de quoi noter, mettez pause. Surtout prenez des notes puisque encore une fois ça ne sert à rien de simplement écouter de la vidéo, de dire c'est bien. L'important c'est pas ce que vous savez, l'important c'est si vous l'appliquez et qu'est-ce que vous allez mettre en place à l'issue de cette vidéo. Donc premièrement alors c'est peut-être la chose la plus difficile à admettre, mais peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas ou pas assez la bonne version de vous-même et qui fait que ça limite drastiquement les résultats de votre entreprise. Donc là, l'ego de certains peuvent prendre un coup, mais c'est la réalité. Parfois et même souvent, ce qui limite les résultats de votre entreprise, c'est d'abord vous-même. C'est-à-dire que vos limites, surtout dans les TPE, PME, puisque ce sont la typologie d'entreprise que j'accompagne, les limites de l'entreprise sont souvent celles du dirigeant. Les limites, donc ça va être vos croyances limitantes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez être faisable, quelles sont les barrières que vous vous mettez. Peut-être est-ce que pour vous, la prospection, et ça je l'ai déjà entendu, la prospection téléphonique, c'est quelque chose qui
qui n'est pas dans votre conception, vous pensez que ce n'est pas possible, que ça ne sert à rien, que, etc., etc. Donc pour certains, ça va être la prospection typiquement. Ça va être ça votre limite, vos croyances limitantes. D'autres, ça va être encore pire. Pour d'autres, ça va être que la vente, c'est voler leurs clients. Donc ça, j'avais accompagné une responsable événementielle. Donc c'était un domaine magnifique. Voilà, il gérait les événements de mariage, etc. Et donc j'ai accompagné leur responsable commercial, donc une dame qui s'occupait de commercialiser cette offre, notamment en B2B pour des entreprises, notamment pour que les entreprises puissent organiser des séminaires. Et pour cette responsable commerciale, eh bien pour elle, puisqu'elle n'était pas issue de la vente à la base, pour elle c'était extrêmement difficile de vendre, puisque dans sa croyance personnelle, c'était que vendre c'est mal, vendre c'est voler les gens. Donc il a fallu que je fasse un vrai travail psychologique avec elle, presque, pour justement lui faire comprendre que le domaine qu'ils ont, c'est un domaine magnifique sur lequel, au contraire, la vente permet de faire profiter à ces entreprises de ce domaine-là pour qu'ils puissent passer un moment agréable avec leurs collaborateurs, leurs salariés, et que leurs salariés passent un bon moment et et que l'entreprise, les collaborateurs puissent se retrouver. Donc par exemple, peut-être que ça c'est votre limite, vos croyances limitantes. Mais ce qui est difficile, c'est de creuser en vous et de voir au final quelles sont honnêtement, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous bloque dans votre entreprise. Et moi je vous recommande vraiment de mettre pause là tout de suite maintenant au cours de cette vidéo, de ne pas faire que simplement la regarder et de vous poser cette question en toute honnêteté. Vous prenez une feuille et un stylo et posez-vous la question. Aujourd'hui, dans mon business, qu'est-ce qui me limite? Quelles sont mes croyances limitantes? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je ne fais pas qui fait que ça bloque mes résultats? Ça peut être vos croyances liées à la vente. Peut-être que ça va être d'autres choses qui sont liées à votre état d'esprit. Donc ça, c'est le premier niveau de quand je vous dis vous. Ça va être d'autres choses aussi. Peut-être que typiquement, physiquement, vous n'êtes pas au top. Quand physiquement, vous n'êtes pas au top, vous limitez votre énergie. Thierry Marx disait quelque chose de très vrai. Il disait l'entrepreneuriat, c'est avant tout une question d'énergie. C'est une mécanique, c'est transformer l'énergie, votre énergie, dans un projet qui est le vôtre et de le matérialiser, l'énergie que vous avez sous la forme d'un projet. Et au final, c'est ça. Et si vous n'êtes pas au top de votre énergie, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle et même spirituelle, eh bien vous limitez également votre niveau d'énergie et donc forcément, vous n'allez pas être à 100% pour votre business. Pour améliorer votre énergie physique, puisque ce sont les 4 niveaux d'énergie, pour augmenter votre niveau physique d'énergie, vous pouvez faire plein de choses. Ça va passer notamment par votre alimentation. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez équilibré? Est-ce que vous mangez trop gras, trop sucré? Est-ce que vous mangez au contraire suffisamment de légumes, suffisamment léger à midi? Vous allez manger des fruits et légumes, des choses qui sont bonnes pour votre organisme et votre corps. Est-ce que vous faites de l'activité physique par exemple? Donc tout ça contribue déjà d'une part à votre bien-être et si vous vous sentez bien, forcément cela rejaillit également dans votre entreprise. Vous avez plus d'énergie, vous êtes dans un bon état d'esprit pour. Donc ça c'est le premier niveau également. Qu'est-ce que vous faites pour avoir un bon niveau d'énergie physique? Le deuxième levier, c'est qu'est-ce que vous faites pour avoir un bon niveau d'énergie émotionnelle? C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites typiquement si par exemple à longueur de journée vous êtes en colère, vous ressentez de la peur, vous ressentez de la haine, finalement ça va épuiser toute votre énergie. Chaque matin, j'aime bien cette image. Pour ceux qui étaient comme moi adeptes à des jeux vidéo quand ils étaient plus jeunes, quand vous jouez à des jeux de combat, par exemple Mortal Kombat, Street Fighter ou ce que vous voulez, Dragon Ball Z, etc. Eh bien typiquement, vous avez une barre d'énergie. Eh bien tous les matins, essayez d'imaginer ça, c'est que votre barre d'énergie, si vous avez eu un bon sommeil, typiquement aussi avoir un bon sommeil fait partie de votre niveau d'énergie physique.
Mais si après vous êtes réveillé, après avoir eu un bon sommeil, votre barre d'énergie, supposons qu'elle est à 100%. Si vous ressentez une énergie qui est négative dans la journée, vous êtes en colère, vous ressentez de la peur, de la haine, etc., eh bien cette barre d'énergie s'épuise très 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 rapidement. Alors qu'inversement, si vous sentez, si vous êtes joyeux, si vous aimez ce que vous faites, d'où l'importance d'aimer votre projet, d'aimer ce que vous faites, eh bien cela va rejaillir également sur votre barre d'énergie qui sera sur votre énergie émotionnelle qui boostera du coup l'énergie globale. Donc encore une fois, qui est basée sur l'énergie physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Donc émotionnellement, vous posez la question, comment vous vous sentez tous les jours? Comment vous vous sentez émotionnellement? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes joyeux? Et ça, c'est bien pour le business. Troisième niveau d'énergie, donc la dimension intellectuelle. Qu'est-ce que vous faites tous les jours pour en apprendre plus, pour évoluer, pour être meilleur dans votre métier? Typiquement, moi, quasiment chaque matin, je vais consacrer une demi-heure à apprendre. Je vais regarder une vidéo, je vais lire un bouquin qui est parfois sur la stratégie d'entreprise, sur le marketing, sur la vente, mais également sur la communication, sur plein de choses, peu importe ce que vous choisissez, mais qu'est-ce que vous faites tous les jours pour apprendre, pour devenir meilleur? Et ça va vous aider également à être dans la bonne dynamique, dans une dynamique positive, et ça va renforcer votre énergie intellectuelle et qui rejaillit de toute façon également, donc encore une fois, sur votre état d'esprit. Vous serez dans le flow, comme on dit, et donc du coup, vous serez meilleur, en tout cas, vous serez une meilleure version de vous-même pour votre entreprise. Donc ça, c'est le niveau de l'énergie intellectuelle. Comment vous faites pour vous nourrir intellectuellement pour avancer. Et encore une fois, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être le business, ça peut être vraiment ce que vous voulez, mais des choses qui vous permettent de devenir meilleur, d'évoluer et d'être meilleur tout simplement. Le quatrième niveau d'énergie, c'est un niveau d'énergie qui est au-dessus des autres, hein, qui est plus une énergie, on va dire, spirituelle. Qu'est-ce que vous faites pour l'humanité? Qu'est-ce que vous faites pour contribuer aux autres? Typiquement, cette vidéo, je la fais avec cœur, avec passion, parce que d'une part, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime partager mes connaissances, ce que j'apprends, mes expériences et les expériences que je retire des accompagnements que je fais avec d'autres dirigeants d'entreprise. Et l'énergie spirituelle, c'est un peu ça. C'est au final, qu'est-ce que vous faites pour vous? Parce qu'il faut faire les choses aussi pour vous, mais qu'est-ce que vous faites pour les autres, pour contribuer à impacter le monde? Typiquement, sur le site des mentors pour entreprendre, vous avez beaucoup de ressources qui vous permettent de devenir un meilleur entrepreneur, de pouvoir réussir votre projet. Et moi, je me dis par exemple que typiquement, si je ne serait-ce que si j'arrive à contribuer à améliorer la vie de quelques personnes grâce à mon site, grâce aux conseils que je donne, grâce aux formations que je donne, et que quelque part, grâce à moi, en tout cas dans ma contribution, ces personnes-là vont réussir leur projet, peut-être qu'ils vont impacter le monde, peut-être qu'ils vont impacter ne serait-ce que leur vie, leur entourage, parce qu'ils auront réussi, peut-être que dans leur entourage, il n'y avait pas forcément d'entrepreneurs sur lesquels ils pouvaient s'appuyer, sur lesquels ils pouvaient apprendre. Eh bien, je suis quelque part, j'allais dire ce guide, mais quelque part cette personne qui leur donne cela, et ne serait-ce que ça me motive à apporter le meilleur, donc à déjà devenir meilleur moi-même pour apporter le meilleur à ceux qui regardent ces vidéos, à ceux qui suivent le site des mentors pour entreprendre et à ceux qui suivent les formations que je donne. Donc, tout ça contribue à faire de vous une meilleure version de vous-même. Et plus vous serez la meilleure version de vous-même, mieux votre business s'en portera. Donc, pour résumer, sur ce point-là, donc notez bien sur votre cahier, sur votre feuille, peu importe, mais notez aujourd'hui qu'est-ce qui vous limite, quelles sont vos croyances limitantes qui vous limitent, quelles sont vos peurs et qui limitent donc du coup vos résultats. Qu'est-ce que vous faites pour augmenter votre niveau d'énergie, qu'elle soit physique, est-ce que vous faites des activités physiques? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous mangez?
Regardez qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous dormez suffisamment sur le niveau émotionnel, l'énergie émotionnelle, comment vous vous sentez tous les jours, est-ce que vous êtes heureux par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous sentez de la colère, et si c'est ça, si vous sentez de la peur, de la colère, qu'est-ce que vous pourriez faire pour ne plus ressentir ça, parce qu'encore une fois, ça bouffe votre énergie. Intellectuellement, qu'est-ce que vous faites tous les jours pour apprendre plus? Si vous regardez cette vidéo, typiquement, c'est une vidéo que vous pouvez regarder le matin ou sur YouTube, par exemple, en attendant votre train, je ne sais pas. Mais ne serait-ce que regarder cette vidéo, ça renforce pour vous d'en apprendre plus sur le business, par exemple. Qu'est-ce que vous faites spirituellement? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez le temps, ne serait-ce que pour méditer, pour vous retrouver avec vous-même, pour respirer, et de vous poser les questions sur le sens que vous donnez à votre projet et comment vous pouvez tirer cette énergie pour rendre encore votre projet meilleur. Voilà, tout ça fait que vous pourrez vous améliorer et que vous serez dans un bon état d'esprit, une bonne psychologie. Et j'insiste sur cette notion de psychologie puisque bien souvent les personnes n'ont pas la bonne psychologie qu'il faut parce que de par leur histoire personnelle, donc là je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais certaines personnes sans le savoir ne sont pas programmées pour la réussite. C'est-à-dire que pour eux, dans leur schéma lié à leur enfance, ils vont avoir ce blocage parce que c'est que parce que ils avaient de mauvaises notes par exemple à l'école, parce que ils étaient en situation d'échec ou qu'ils ne faisaient mal les choses, qu'au finalement on les remarquait. Et en devenant adultes, ils ont répété inconsciemment évidemment ce schéma. Et donc du coup, même s'ils lancent des projets, etc., finalement, leur psychologie leur a fait que inconsciemment, dans ce qu'ils font, soit ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, soit ils font des choses qui finalement, du coup, ça capote et au fond d'eux, ils sont limite contents que ça capote. Donc, regardez, essayez de creuser tout ça. C'est dans la connaissance de vous-même que vous allez pouvoir voilà, devenir une nouvelle version de vous-même et rendre votre business meilleur au final. Alors, le deuxième pilier, c'est le marché, votre offre, votre segment de clients. Typiquement, ça c'est le cas notamment des ingénieurs que je vois, des gens qui vont développer, parce que voilà, ce sont des chercheurs, des scientifiques, et que pour eux forcément, et souvent c'est lié aussi à l'ego, hein, disons les choses honnêtement, parce qu'ils vont tomber amoureux de leur innovation, du produit qu'ils créent, que forcément si eux aiment, le marché aimera. Donc ils vont passer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans parfois à développer un produit tout seul dans leur garage ou pas. Et au final pour s'apercevoir 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, que le marché finalement s'en fout et que au final c'est pas ce qu'attendaient les clients. Donc pour réussir, c'est de bien valider également que votre offre correspond à correspond à un marché, que vous vous adressez, que dans le marché, il y a des clients potentiels qui sont intéressés parce que vous vendez. Ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important à valider, de voir si effectivement ce que vous faites, ça intéresse quelqu'un, que quelqu'un est prêt à acheter. Donc, ça va passer. Vous pouvez donc c'est pour ça que dans certains produits, on ne demande pas à ce que le produit, la première version soit parfaite, mais alors que beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur d'attendre la perfection pour pouvoir commercialiser. Mais au départ, vous n'avez pas besoin que ça soit parfait. Vous avez besoin de tester si les gens sont réceptifs à ce que vous avez à offrir. Et c'est la meilleure façon de valider valider s'il y a un marché par rapport à ce que vous avez. Donc l'erreur quelque part majeure que peuvent faire certains, surtout ceux, si vous avez un profil scientifique, d'ingénieur, de chercheur, pire encore, de bien valider ça. Est-ce que le marché est réceptif à votre innovation, à ce que vous avez à offrir? Deuxième point qui concerne là cette fois-ci tout le monde, pas forcément les chercheurs ou les ingénieurs, mais quel est le segment de clients que vous choisissez? Typiquement, je vous donne un exemple. Dans ma première entreprise, moi j'avais créé ma première entreprise à l'âge de 23 ans, donc qui a duré 7 ans, et sur lesquels, dès la deuxième année, j'ai dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je suis allé jusqu'à 1,4 million.
Et dans cette entreprise, à la fin de la première année, et au final, c'est ça en grande partie qui nous a permis de passer de 900 000, je crois, la première année à 1,1 million la deuxième, donc de dépasser la barre du million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, Ça a été cette réflexion de me poser un moment, ça veut dire que moi et mes équipes, on travaillait énormément et en fait, on partait d'un constat simple, c'est-à-dire on se disait qu'importe finalement la demande, si un client nous demande, on répond. Donc on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation aussi à répondre à finalement tous les appels d'offres. Et au final, moi et mes équipes, on était complètement fatigués et pire que ça, on était frustrés. Pourquoi? Parce qu'au final, on travaillait énormément pour au final très peu de résultats, même si bon, on avait fait 900 000 la première année, on avait beaucoup sué pour, pour atteindre cet objectif. Euh, et à un moment donné, j'ai dit stop. Donc j'ai pris quelques jours pour moi. J'ai pris de la hauteur, j'ai pris du recul et je me suis posé la question, je me suis demandé finalement euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas passer autant de temps et avoir un taux de conversion si faible dans nos devis. Et finalement, en étudiant finalement les personnes qui avaient acheté chez nous au cours de la première année, je me suis aperçu que déjà d'une part que moi je répondais et qu'on répondait à tout le monde alors que c'était une erreur et qu'il y avait des clients qui étaient plus réceptifs. Donc c'est comme ça que j'ai défini ma segmentation de clients. Finalement, il y avait des TPE, PME, même des petites PME qui nous sollicitaient sur des consultations d'expertise informatique. Donc moi je déléguais des ressources informatiques, d'experts et finalement, ces clients-là, c'était les taux de conversion les plus faibles. Là où j'avais le meilleur taux de conversion, c'était pour moi ce que j'appelais mon middle market, c'est-à-dire des intégrateurs comme Capgemini, comme Steria, comme Sopra à l'époque, comme d'autres clients de ce type-là, qui eux avaient été dans le secteur et typiquement avaient beaucoup de projets informatiques, beaucoup de projets au forfait dans le secteur pour ceux qui connaissent et qu'ils avaient besoin d'expertise informatique. Ensuite, vous aviez le haut du panier qui correspondait au client final, type de grands comptes, etc. Et ça, c'était hors de mon champ parce que j'étais une entreprise trop petite pour répondre aux grands comptes. Mais il y avait un entre-deux, des belles PME comme Miti, comme Alain Felou, comme Carneo du groupe Lafarge avec qui on avait travaillé et et effectivement la marge était bonne, mais le taux de conversion de signature était assez bas parce qu'au final ils avaient leur système d'information n'était pas assez conséquent pour qu'ils avaient besoin d'expertise de manière régulière. Donc là où finalement par la suite on s'est concentré, notre segment de marché, ça a été dans le middle market, c'est-à-dire notamment donc les entreprises comme Capgemini et les autres de cette même ordre, de cette même typologie de clients. Et c'était ce segment-là de clients pour moi qui était le plus pertinent et sur lequel par la suite on s'est concentré. Et je vous invite également, si vous n'avez pas encore fait ce travail, de prendre cette hauteur dans votre business et de vous poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec quels sont les clients avec qui vous signez le plus, avec qui vous faites du chiffre d'affaires. Et limite, les autres clients, c'est pas que c'est une perte de temps, c'est toujours de l'argent, c'est toujours du chiffre d'affaires généré, mais il faut après doser entre le temps investi et le temps finalement et l'argent que vous en retirez, le chiffre d'affaires que vous générez. Et vous posez la question si ce temps que vous allouez est beaucoup trop important par rapport à la génération du chiffre d'affaires correspondant, ou s'il n'est pas préférable au contraire de prendre ce temps-là et de l'allouer aux clients, à la même typologie des clients qui sont les plus rentables. Et moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ça qui nous a permis justement au cours de ma première entreprise de dépasser la barre du million d'euros de chiffre d'affaires au cours de la deuxième année. Donc voilà, soyez attentifs à ça, faites ce travail si ce n'est pas encore fait. Troisième point, c'est votre marketing, votre activité commerciale. Bien souvent, donc ça c'est ce que je m'aperçois, puisque dans mon activité j'accompagne aussi des entreprises en difficulté et je m'aperçois que bien souvent c'est l'un des problèmes majeurs qui font que les entreprises ont du mal à se développer commercialement, à se développer tout simplement, c'est que ils ne sont pas assez forts dans le marketing, ils ne sont pas assez forts sur le développement commercial. Je vais vous donner un exemple.
de deux dirigeants qui étaient venus me voir. En plus, c'était pourtant des gens qui étaient, entre guillemets, qui étaient censés être brillants, entre guillemets, puisqu'ils avaient fait HEC, etc. Donc, ce qui veut bien dire qu'avoir fait une grande école, ça ne veut rien dire. Donc pour ceux qui sont complexés par rapport à ça, ne le soyez pas, ça veut extrêmement rien dire. C'est pas parce que vous avez fait une grande école que vous êtes forcément bon. Ça valide des choses bien évidemment, mais si vous vous reposez sur vos lauriers, bah vous vous ferez vite dépasser par quelqu'un qui n'aura pas forcément fait une grande école, mais qui a la niaque, qui a faim d'apprendre et qui a consacré qui consacre une partie de son temps, une grande partie de son temps à apprendre, à progresser, et ça bien après l'école. Donc voilà pour la petite parenthèse. Sinon, donc c'était deux personnes, donc deux dirigeants qui étaient venus me voir et pourtant qui avaient fait une grande école de commerce et qui vendaient des maisons en bois. Et typiquement, ils me disaient voilà, j'arrive pas à vendre les maisons en bois. Donc je fais ok, pas de souci. Donc on va faire une simulation. Vendez-moi vos maisons en bois. Comme si j'étais un prospect. Donc la personne en face de moi a commencé à essayer de me vendre donc ces maisons en bois. Donc lui, donc me dire voilà, vous allez faire des économies d'énergie, etc. Le bois est robuste, etc. Ça dure longtemps, etc., etc. Et à la fin de son argumentaire, j'ai mis un silence et je lui ai dit mais est-ce que vous voyez ce que vous vendez? Et il me dit bah oui, des maisons en bois, mais encore, qu'est-ce que vous vendez à vos clients? Il me fait bah écoutez, je vous l'ai dit, je vends des maisons en bois. Et donc je fais creuser un peu plus. Et il n'a pas su me répondre. Donc du coup, je lui ai apporté la solution. Je lui ai dit bah écoutez, vous ne vendez pas des maisons en bois. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit non, vous ne vendez pas des maisons en bois. Ce que vous vendez, ce que vous devez vendre, c'est un art de vivre. L'art de vivre le bois. Et ça, c'est une dimension qui n'a rien à voir. Dans le sens que quand ils voient un art de vivre, ils voient un style de vie, ils touchent à l'identité des gens. Et d'un point de vue marketing, c'est beaucoup plus fort parce que du coup, il peut faire rêver les gens de dire que justement, c'est un art de vivre, justement l'art de vivre la nature, l'art de vivre le bois, d'être proche de la nature et de pouvoir vivre ça et donc de pouvoir faire rêver les gens. Alors que s'ils se positionnent en tant que maison en bois qui fait des économies d'énergie, bah, il a en concurrence toutes les autres solutions qui existent sur le marché et justement qui vendent aussi et qui proposent des économies d'énergie pour leur maison. Alors que s'ils se positionnent comme un art de vivre, comme l'art de vivre la nature, comme l'art de vivre le bois, donc qui touche au style de vie, là il peut faire rêver les gens. Là il passe sur un niveau qui est largement supérieur. Et c'est ça que vous devez réussir à faire également dans votre marketing. Ce n'est pas tant de vendre finalement le produit, mais c'est de vendre finalement le bénéfice final. Et plus vous touchez haut dans la pyramide de Maslow, puisque c'est une pyramide que tout le monde connaît, et plus vous êtes haut, c'est-à-dire plus vous touchez à l'identité qui est l'une des valeurs les plus fortes, eh bien, vous pouvez faire rêver vos clients, vous pouvez faire rêver vos prospects et vous touchez à quelque chose sur lequel vous avez peu de concurrence. Quand vous vous positionnez, je vends des maisons en bois qui font des économies d'énergie, vous êtes en concurrence avec toutes les autres solutions qui existent et qui vendent des économies d'énergie. Quand vous vendez un style de vie, une identité, un art de vivre la nature, un art de vivre le bois, eh bien déjà le nombre de concurrents est beaucoup plus limité. Et pourtant, le produit est le même, mais la façon de le commercialiser, la façon de le vendre, ça n'a rien à voir. Et ça, vous devez savoir le faire. Donc, votre marketing est extrêmement important dans votre business. Il n'y a pas que simplement votre offre, ce que vous vendez. C'est également la façon dont vous allez le vendre, la façon dont c'est perçu. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important que parfois les entrepreneurs ont du mal à comprendre. Ce n'est pas tant la valeur que vous délivrez, c'est la valeur perçue chez vos clients qui est important. S'ils ont une perception qui est bonne vous concernant, eh bien, alors vous serez, c'est d'autant plus important. Autre point par rapport à votre activité commerciale, et ça, ce point-là, et si vous avez du mal justement, et là c'est un des points les plus majeurs, si vous avez du mal à vendre votre marketing, votre offre, etc., eh bien typiquement à la fin de cette vidéo, je vais vous parler justement d'une formation, d'un accompagnement où je vais
beaucoup plus loin là-dessus. Vous allez pouvoir performer, vous serez nettement meilleur et vous rendrez donc du coup meilleur votre entreprise pour pouvoir la développer justement. Et encore une fois, vous devez être meilleur dans la vente pour développer votre entreprise. Autre point aussi, votre activité commerciale. Typiquement, j'avais reçu une autre entreprise en difficulté et voilà, qui me disait, voilà, le plus important pour moi, c'est de gagner des prospects. Et après avoir creusé avec lui, j'avais vu que non, ce n'était pas forcément la prospection qui posait problème, mais les taux de conversion, sa capacité à convertir commercialement. Bien souvent, les entrepreneurs, parce que c'est plus facile de dire que c'est à cause du marché, c'est à cause des autres, il faut aller chercher plus de prospects. Et c'est le premier réflexe que les gens ont parce qu'ils se disent, voilà, c'est pas ma faute, disons les choses. Alors qu'en réalité, bien souvent, c'est les taux de conversion qui sont très faibles. Si vous avez 100 clients et que votre taux de conversion est de 5%, eh bien, finalement, pour avoir 10 clients et que vous partez du raisonnement, il faut augmenter le nombre de prospects. Si votre taux de conversion est de 5%, il vous faut être à 200 prospects l'année suivante pour pouvoir faire 10 clients. Vous voyez? Alors que si vous doublez vos taux de conversion, même avec le même nombre de prospects, donc avec toujours 100 prospects, mais que votre capacité à convertir n'est plus de 5%, mais de 10%, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Vous allez avoir le même résultat sans pour autant augmenter le nombre de prospects. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Ça nécessite simplement un peu d'humilité sur le fait que quelque part, il faut aussi vous remettre en question, de vous dire que peut-être que c'est parce que vos taux de conversion sont trop bas, peut-être parce que pour l'instant, vous n'êtes pas assez bon dans la vente, que pour l'instant, votre taux de conversion, votre capacité commerciale est trop faible et que vous devez vous améliorer là-dessus. Donc c'est une question d'ego, donc aussi avoir l'humilité par rapport à ça, de reconnaître que vous devez progresser, que de se dire pour augmenter, pour passer de 5 clients à 10 clients l'année prochaine, il faut que je double mon nombre de prospects, donc passer de 100 à 200. Je ne vous dis pas d'augmenter votre nombre de prospects, mais je vous dis que cette réflexion est extrêmement difficile à faire. Imaginez passer de 100 prospects à 200 prospects, alors qu'il est beaucoup plus facile si vous convertissez à 5%, de dire ok, je vais m'améliorer commercialement et je vais passer non pas de 5 mais à 10% l'année prochaine. Et ça, je vais vous donner les outils à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez justement développer votre capacité commerciale là-dessus. Mais ça, c'est extrêmement important que vous maîtrisiez donc votre marketing et finalement votre capacité commerciale à convertir vous et vos équipes au final. Parce que vous devez, ça se base sur vous, souvent dans les TPE, PME, vous faites plein de choses, mais sur ce point, c'est extrêmement important que vous devez le maîtriser. Quatrième pilier également, c'est les gens avec qui vous travaillez. Donc, choisissez bien vos partenaires d'affaires. Ça veut dire avant de vous associer, validez bien que vos associés correspondent au même état d'esprit que vous, que vous ayez vraiment échangé. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes amis, c'est pas parce que, pire encore, que c'est quelqu'un de votre famille. Je sais de quoi j'en parle puisque j'ai fait cette erreur et s'il y a une erreur entre guillemets que je regrette dans cette expérience entrepreneuriale, c'était celle-ci, c'était de m'associer en plus avec quelqu'un de ma famille. Donc vraiment ce point-là, soyez vigilants dans le choix de vos associés, de vos partenaires d'affaires. Il faut dès le départ que vous puissiez parler des valeurs de chacun, des rôles de chacun, des attentes de chacun, de d'où vous voulez aller, quelles sont vos ambitions et il faut que ces ambitions soient partagées. Il faut que dès le départ vous puissiez échanger sur tout et c'est un peu comme un mariage. C'est pas parce qu'au départ vous vous entendez bien que forcément la fin ça se passera bien. Faut mettre carte sur table dès le départ. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas bien? Et voilà, c'est comme un mariage, c'est un pari sur l'avenir. Mais si dès le départ vous pouvez en parler, vous limitez la casse un peu de vous dire ok. Qu'est-ce qui se passe si ça ne se passe plus ensemble? Quelles sont les portes de sortie? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que toi tu penses? Quelle est ta vision à 5 ans, à 10 ans? Là où tu veux aller? Quelles sont tes limites? Quelles sont tes croyances? Voilà, et vraiment creuser, parler. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est valable aussi. Donc déjà, un premier point, donc dans le choix de vos partenaires, c'est important de bien choisir les bons partenaires. En soi, avoir un associé, c'est une deuxième aventure en soi. Je reprends les termes d'un entrepreneur qui m'a dit ça un jour et
Aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait me dire parce que parfois, ça va vous causer plus de tort que finalement la gestion du business qui en soi peut s'apprendre. Mais cette dimension-là du choix du partenaire ou des partenaires, hein, ça peut être compliqué. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. Choisissez bien vos fournisseurs aussi, c'est-à-dire essayez de choisir des fournisseurs qui répondent à des aspects qualitatifs, à vos attentes, à des valeurs peut-être communes. Et moi, certains fournisseurs avec qui j'ai travaillé, j'ai un profond respect pour eux au cours de ma première entreprise. Ils étaient brillants, ils étaient intelligents, ils étaient disponibles, ils étaient réactifs. Certains m'appelaient même le week-end pour essayer de résoudre des problèmes que j'avais, que je devais fournir la semaine qui suivait, parce qu'on voulait trouver une solution et parce qu'ils étaient dans la même dynamique que moi. On voulait réussir, on voulait avancer ensemble. Et mon premier fournisseur, j'ai été son premier client, mais j'ai parié sur la personne et au final, je ne l'ai pas regretté. Aujourd'hui, typiquement, d'une société avec qui j'ai travaillé, j'étais son premier client et aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qui fait de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est une aventure qui est incroyable. Et il me disait, écoute Alex, j'ai un profond respect pour toi et il m'a fait une certaine forme d'affection parce que tu as été le premier à me faire confiance et pendant les 7 années j'ai travaillé avec lui avec plaisir et on échangeait voilà. Mais c'est ça aussi un fournisseur, vous ne devez pas les traiter comme de la merde, excusez-moi du terme, mais ça certaines personnes qui sont formées en tant qu'acheteurs, c'est la perception qu'ils ont, essayez de compresser un maximum vos fournisseurs. Non, les bons fournisseurs, essayez pas de les chouchouter, je ne dis pas d'accepter tous les prix ou quoi que ce soit, mais essayez d'avoir une relation respectueuse et surtout gagnante-gagnante qui vous fait avancer ensemble, qui fait aux fournisseurs grandir, mais vous aussi. Et au final, ça va renforcer vos liens. Et encore une fois, on ne vit pas dans le monde des bisounours, bien au contraire. Quand il faut taper du poing sur la table et dire ça ne va pas, il faut savoir le faire aussi. Mais si ça va bien, s'il est dans le bon état d'esprit, s'il a été disponible pour vous, comme ça a été le cas pour moi, il était disponible même parfois le week-end, alors qu'il aurait pu très bien me dire, non, on attend ça lundi. Typiquement, faut pas mal les traiter. C'est aussi ça, donc dans le choix des gens avec qui vous travaillez. Pareil avec vos prestataires, payez-les, essayez d'être respectueux vis-à-vis d'eux. Ça me fait mal au cœur de voir certains grands comptes parfois traîner dans leur facturation parce que pour eux, les fournisseurs, c'est un parmi tant d'autres. Alors qu'il y a des histoires, des vies qui sont derrière et surtout, il y a des états d'esprit, des gens qui veulent fournir une qualité de service. Et ça, c'est parfois regrettable. Donc, tout ça pour vous dire, dans votre façon de faire, avec vos fournisseurs, avec votre prestataire, soyez respectueux et essayez de miser aussi sur les personnes avec qui vous travaillez, notamment si c'est le dirigeant. Essayez d'avancer ensemble. Surtout si vous êtes satisfait, apprenez aussi à le rendre. Encore une fois, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Parfois, il faut savoir cadrer les choses, mais il faut savoir aussi donner, dire merci beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de travailler avec vous, etc., etc. Et voilà, construire une relation. Pareil dans le choix de votre expert comptable. Votre expert comptable, c'est quelque part la personne avec qui vous allez demander conseil. Et moi, j'ai vu parfois des erreurs, mais des erreurs de choix d'expert comptable parce que l'expert comptable leur a dit mettez-vous en EI, donc en entreprise individuelle, et le dirigeant se retrouve 10 ans plus tard à son compte et de devoir parfois plus de 100 000 euros parce qu'on lui a donné un mauvais conseil. Je ne dis pas que ce n'est pas de la faute du dirigeant parce qu'il aurait dû, parce qu'il est responsable, hein, il est responsable du choix qu'il fait. Mais simplement, il y a des experts comptables qui ont un profil parfois plus juridique. Donc, selon la typologie de votre entreprise, choisir un expert comptable qui a une dimension juridique, ça peut être pertinent. D'autres experts comptables ont une vision plus business, plus investisseur. Et selon votre typologie à vous, ça serait intéressant aussi de choisir, ça peut être intéressant de choisir cette typologie d'expert comptable. Donc, essayez de creuser, essayez de voir de bien choisir votre expert comptable. Ne choisissez pas le premier venu, essayez d'en voir 3, 4, même 5, pourquoi pas dès le départ, parce qu'après il est parfois difficile de changer d'expert comptable. Donc le choix au départ, faites-le bien. Vous pouvez toujours changer par la suite, hein. Je ne vous dis pas de rester avec lui ad vitam aeternam, mais plus au départ, voilà, vous faites les meilleurs choix possibles, mieux c'est quand même. Et pareil, tous ceux qui vous conseillent, qui vous entourent, par exemple, moi je vous conseille vivement de suivre le site des mentors pour entreprendre, puisque déjà je partage mes expériences, mais aussi les expériences que j'ai vues et que des accompagnements que j'ai faits, des dirigeants, etc. Mais également d'autres
d'autres personnes qui peuvent vous conseiller, vous orienter. Mais voilà, soyez à l'écoute de ça, soyez à l'écoute et soyez vigilants donc des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous conseillent. Essayez de vous entourer, d'être conseillé par les bonnes personnes. Donc voilà, pour résumer, donc on ne réussit pas seul. C'est faux ce mythe de l'entrepreneur qui essaie de réussir par tout seul. C'est de la connerie, permettez-moi l'expression. Vous ne réussirez pas seul ou très très difficilement, vous serez isolé au final. Vous allez réussir parce que vous allez savoir trouver les bons partenaires, vous allez trouver les bons fournisseurs sur qui vous pourrez vous appuyer, sur lesquels vous saurez que vous pouvez vous appuyer dessus, sur les bons prestataires, un bon expert comptable, parce que vous le savez compétent, vous le savez fiable, vous le savez complémentaire à vous peut-être, avec un bon état d'esprit, l'état d'esprit d'un entrepreneur peut-être, je ne sais pas, et des personnes qui vous entourent. Moi j'ai eu la chance d'avoir eu des mentors, ou en tout cas un mentor en tout cas extraordinaire, Joël, puisque j'avais été lauréat du réseau Entreprendre, donc un réseau Entreprendre qui est le plus grand réseau d'accompagnement de chefs d'entreprise en France. Donc lui, c'était le numéro 3 de chez Xerox. Donc moi, dans mon activité, c'était essentiellement une activité managériale et commerciale. Et j'avais besoin de quelqu'un de son envergure pour me transmettre des connaissances que je n'avais pas apprises à l'école au final. Honnêtement, sans lui, je n'aurais pas eu cette accélération que j'ai eue. Je n'aurais pas perduré mon entreprise pendant aussi longtemps s'il n'avait pas été là. Et au final, j'ai appris énormément avec lui et pour cela, je l'en suis reconnaissant. Donc, sachez bien vous entourer des bonnes personnes et ça vous amènera très très loin. Donc, dernier pilier, les process que vous mettez en place. Encore une fois, dans une journée, vous avez 24 heures. En 24 heures, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut du temps aussi pour dormir, pour faire un peu de sport, pour manger équilibré, pour passer du temps avec votre famille, votre conjointe, votre conjoint, vos enfants. Donc, vous devez être bien organisé et vous devez donc mettre en place un système dans la mesure du possible de ce qui peut être automatisable. Posez-vous la question. Donc, encore une fois, si ce n'est pas encore fait, prenez vraiment des notes. Mettez pause. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous pouvez automatiser au sein de votre business? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer au sein de votre business? Quels sont les processus que vous pouvez mettre en place? L'objectif, ce n'est pas que l'entreprise dépend de vous, mais plus vous la rendez autonome, plus vous pouvez vous extraire du processus et plus finalement vous pourrez la faire grandir. Je donne souvent cet exemple entre le coiffeur du coin qui fait tout, il a sa salle de coiffure qui coupe les cheveux, et les chaînes de magasins comme Jacques Desange ou je ne sais pas, ou Franck Prevost ou je ne sais quoi, ou le boulanger du coin avec les chaînes comme Paul, ce genre de choses. Bah, typiquement, le dirigeant a compris que ce n'est pas parce qu'il est qu'il est partout. Le dirigeant de Paul, le dirigeant de McDonald's ou d'autres, c'est pas lui qui fait le pain tous les matins. Il a créé un système, il a créé des process, il a automatisé même la duplication de ses franchises. Et au final, du coup, il a pu démultiplier ses résultats grâce à cela. À l'inverse du boulanger du coin qui est obligé de se lever à 2, 3, 4 heures du matin pour faire son pain, pour aller commercialiser, etc. avec sa femme ou son mari. Et c'est extrêmement difficile. Donc, je ne vous dis pas de ne plus rien faire, ce n'est pas l'objectif. Et au départ, vous ne pouvez pas faire. Vous êtes obligé de mettre la main à la pâte, comme on dit. Mais ce que vous pouvez automatiser, ce que vous pouvez déléguer, ce que vous pouvez processer, faites-le parce que ça va vous soulager. Et le temps que vous allez le retirer, c'est du temps que vous allez pouvoir consacrer à vous reposer, à vous ressourcer, à consacrer à votre famille, à vos amis, à vos proches, etc. Et finalement, vous faire en sorte de vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps, émotionnellement. Et au final, qui va vous donner le goût de vouloir continuer. Car il n'y a pas de piège de plus insupportable que d'avoir créé son entreprise par désir de liberté et finalement de s'apercevoir qu'on est enchaîné à son entreprise parce qu'on n'arrive pas à se désenchaîner tout simplement et qu'on se retrouve au final dans une prison qu'on s'est construite soi-même. Donc c'est pas ce que je vous espère
Donc c'est pour ça que c'est important que plus vous allez automatiser, plus vous allez déléguer, plus vous allez faire en sorte de vous extraire du processus de production et plus vous serez libre et plus vous, au final, vous allez pouvoir jouir de la vie que vous avez souhaité en créant votre entreprise. Donc comme je vous ai dit au cours de cette vidéo, pour aller plus loin, puisque c'est important, donc là, même si la vidéo dure 45 minutes, même un peu plus, finalement, je vous ai posé les fondations qui sont extrêmement importantes. J'espère que vous avez appris beaucoup, en tout cas que ça nourrit votre réflexion, mais il vous faut aussi aller plus loin. Donc j'ai créé de nombreuses formations dont là je vous mets un lien, mais qui à mon sens est vraiment pertinent pour vous si actuellement vous avez des difficultés à booster l'activité commerciale de votre entreprise, si vous n'obtenez pas les résultats que vous escomptez. Donc c'est l'un des programmes que j'ai créé, donc développer votre entreprise, hein, le programme Vendeur d'élite, et que je vous invite vivement à suivre, étant donné que dans cette formation, tous les aspects vente, marketing, développement commercial, je creuse dans le détail pour que vous puissiez à votre tour réussir et apprendre tout ce que vous devez savoir sur le développement commercial. Donc vous l'avez simplement en cliquant dans le lien ci-dessous et vous aurez accès donc au programme de formation. Et vous pouvez aussi télécharger ci-dessous, si ce n'est pas encore fait, donc le guide « Les 10 piliers d'une entreprise solide », donc où je résume également 10 éléments qui sont importants pour votre entreprise. Et en vous inscrivant donc à la newsletter, vous aurez déjà accès à ce livre-là, mais également à bien d'autres bonus que vous aurez donc au moment de l'inscription et tout au long, vous aurez accès à du contenu exclusif réservé aux membres de la newsletter et de la communauté donc, des entrepreneurs donc, qui suivent le site des mentors pour entreprendre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a été utile, que vous avez pris énormément. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire poser les bonnes questions pour vous, pour votre business, de ne pas faire en sorte simplement que ça soit de la théorie et simplement du savoir, de la connaissance. Ce n'est pas ce que je veux pour vous, parce qu'au final, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que sur les questions que vous avez notées, que vous vous êtes posées, de vous poser ensuite la question – qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avancer, pour passer au niveau suivant? Qu'est-ce que vous allez, après, à la fin de cette vidéo, donc du coup, pouvoir retirer et pouvoir appliquer tout de suite, maintenant, pour votre business? Voilà, merci encore et je vous dis donc à une prochaine fois.